s'entendre et pour bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Et nous souhaitons la bienvenue à nos invités. Ali Bourlef, bonsoir, vous êtes journaliste à Liberté. Amira Bouraoui, ou Docteur Bouraoui, merci d'être avec nous. Saïd Salhi, bonsoir, vous êtes vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Alors vous êtes tous des habitués au CPP, vous savez qu'on commence toujours par l'image qui vous a marqué cette semaine. Qui veut commencer pour les autres chercher encore leur image de la semaine? Moi, j'en ai trouvé deux. Alors on commence avec vous, allez. Non, c'est surtout la solidarité qui s'est créée autour du petit enfant marocain Ryan qui est mort malheureusement dans un puits. Au-delà de la proximité géographique, on a remarqué que ça a suscité des voix un peu partout dans le monde. Et c'est la preuve que quand on lutte pour la vie, on a la sympathie de ses semblables au-delà des considérations de race, de religion ou de couleur de peau. Et ce qui est malheureux, c'est que ça rappelle aussi qu'il y a d'autres enfants qui meurent dans le monde dans l'indifférence, en Syrie et au Yémen notamment, et d'autres qui meurent de famine. Voilà. Amira Bouraoui, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'affaire Ryan aussi, certainement. Et aussi, mais c'est des Ryan nationaux un peu plus âgés. C'est le monsieur, le jeune, qui s'est jeté du haut d'un minaret à Constantine. C'était une image choquante et qui résumait tout le désespoir de cette jeunesse qui a espéré à un moment et qui aujourd'hui soit part en tant que harraga, en jouant sa vie à pile ou face ou carrément arrivé au suicide qui renseigne surtout le mal-être de cette jeunesse, même s'il y a le volet psychologique, mais si on en arrive là, c'est que vraiment, il n'y a vraiment plus d'espoir. Et les autorités ont parlé de chute, elles n'ont pas utilisé le mot suicide. Saïd Salhi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, l'image qui m'a marqué, c'est une image personnelle, c'est une famille des Haraga qui est venue nous voir à la Ligue, une maman surtout qui cherchait justement après son enfant, disparu depuis maintenant des mois, sans nouvelles. Et la maman cherche désespérément justement à soit justement avoir l'information pour son fils, soit rapatrier le corps. Mais malheureusement, pour moi, je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'ai pas trouvé de réponse. Et c'est vraiment un drame national. Ça me chagrine parce que j'ai vu des images justement qui sont renvoyées de l'autre côté, donc d'Espagne, à travers des ONG, donc partenaires. C'est des images insoutenables, vraiment insoutenables. Malheureusement, ça passe sous silence. Comment vous expliquez que ce drame national, justement, est passé sous silence, qu'on n'en parle pas, que les autorités n'en parlent pas, que dans les interviews des responsables, on n'en parle pas? Est-ce qu'il y a un déni sur la question de la harga aujourd'hui? Ali, vous avez suivi souvent ces questions dans vos articles. Comment vous expliquez qu'on ne veuille pas en parler? Je pense qu'il y a un discours aujourd'hui qui est dans le déni. Le pouvoir aujourd'hui est dans le déni. Il essaye de dire aux Algériens que tout va bien et que même, je pense qu'Abdelmajid Tebboune a répondu à une question sur ce sujet une fois en disant que c'est vrai, il y a ceux qui partent, mais on ne voit pas aussi ceux qui viennent. Donc ils sont toujours dans cette dichotomie pour dire que tout va bien, que le pays va très bien, que l'Algérie va très bien. Donc si les gens partent... vous vous souvenez qu'au début, quand il était candidat, il avait même dit un jour que les gens ne savaient pas l'enfer qui les attendait là-bas. C'est-à-dire pour eux, les Algériens sont à la recherche de l'enfer. Ils sont en train, d'ailleurs, nous sommes, je pense, l'un des rares pays au monde où c'est criminalisé. Hein. Ça date de 2009, ça date commence avec Yahya qui a criminalisé ça. De Bouteflika, mais c'est un acte qui n'est pas vu d'un angle politique, social et économique, parce qu'il faut dire aussi que nous, les journalistes, des fois, on écrit souvent, on dit souvent que c'est pour des raisons économiques et pas que. Il y a parfois des gens, des familles qui sont aisées ici et qui partent. Il y a des avocats, il y a des médecins bien installés. Je ne parle pas des chômeurs, je parle des médecins bien installés. À leur compte, qui partent. Pourquoi ils partent? Parce qu'ils cherchent un avenir meilleur pour leurs enfants. C'est plus le mal vivre que la pauvreté aussi. C'est un peu des deux. Il y a les deux. Il y a le chômage, bien entendu. Même parce qu'il y a d'autres tabous dont on parle. On va probablement en parler avec l'affaire des médecins. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a du travail qui a été fait. D'accord. Il y a un jeune qui obtient son bac aujourd'hui, on fait une fête, on ramène des boissons, des gâteaux à la maison,
Et puis on ne lui dit pas qu'au bout du parcours, il devient enseignant, il a 30 000 dinars. De la misère, au bout du fil. Et ça, c'est très grave. On n'en parle pas assez parce que dès qu'on a créé tant d'emplois, mais les emplois qui ne donnent pas de la dignité aux gens. Et nous sommes dans un milieu de... Moi, j'habite dans un quartier populaire à Ain-Adja. Il disait, moi, j'ai insoutenable. Les gens qui cherchent dans les poubelles. Je ne veux pas généraliser. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Mais je vois des jeunes, par exemple, c'est un crève-cœur, qui n'ont rien à faire. Toute la journée, ils sont devant leurs immeubles. Toute la journée, ils ne font rien. Ils surveillent les entrées, les sorties. Et puis, quand ils ont de temps en temps un joint à vendre, à acheter devant tout le monde, hein, on l'occulte aussi. Donc, c'est tout ce mal-vivre-là. Et nous ne parlons pas de l'Algérie profonde dans les villages, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, ce sont des gens qui ne veulent pas, qui ne voient pas d'avenir pour vivre dans ce pays et ils cherchent ailleurs. Et le pouvoir ne veut pas, bien sûr, encourager ces images, il veut donner une autre image, mais c'est un déni des réalités. Amina Boulaoui, la question des hargas, les gens qui ne peuvent pas voyager, comme vous d'ailleurs, vous n'avez pas pu voyager il y a quelques mois. Un mot sur ce drame national, comme le dit M. Salhi, passé sous silence. Oui, c'est passé sous silence parce que bon, on aimerait faire miroiter, enfin, les autorités veulent faire miroiter une sorte de l'Al-Jazair al-Jadida qu'on ne voit pas du tout. Elle est au contraire pire que ce qu'on a pu vivre sous Bouteflika. Les choses se sont... c'est-à-dire que la parenthèse pendant le Hirak où les jeunes ont espéré un réel changement, on avait vu, malgré qu'il faisait beau, hein, la Harga avait vraiment diminué ce phénomène parce que les jeunes pensaient qu'il allait vraiment y avoir un réel changement. Mais ensuite, on a vu comment cet espoir a été réprimé, comment des journalistes ont été jetés en prison, comment des militants ont été jetés en prison. Et donc aujourd'hui, la jeunesse algérienne n'espère plus rien. Et malheureusement, ce n'est pas que les jeunes qui cherchent une sorte d'Eldorado ailleurs. Ils disaient que le président de la République dise il ne voit pas l'enfer qui les attend ailleurs. Mais là, les gens qu'on voit partir depuis ces dernières années, on ne les voit pas revenir. S'il y avait vraiment un enfer, ils seraient rentrés en Algérie. Donc ceux qui arrivent à partir de manière, on va en parler, de manière, une harga légale, c'est-à-dire à travers leur diplôme, comme on l'a vu pour les médecins, le font. Ceux qui ne peuvent pas y aller se jettent en mer. Et puis il y a un troisième type de harga, c'est la harga en prenant des médicaments, le saror. C'est une sorte de harga pour ne plus être là tout en étant là. On voit une jeunesse complètement désœuvrée, qui n'espère plus rien. On voit des gens qui essaient de s'accrocher comme ils peuvent, des diplômés qui travaillent en tant qu'yassir pour essayer de... Déjà que les salaires n'étaient pas vraiment au top il y a plus de 10 ans. Maintenant, avec la dévaluation du dinar, aujourd'hui, personne ne peut vivre avec 30 000 dinars par mois. Personne ne peut envisager quoi que ce soit, ni se marier, ni faire des enfants, ni avoir un loisir. Ils n'arrivent même pas à se loger. Et ça concerne autant les cadres que les employés des usines. Il y a des employés d'usines qui ne sont pas payés depuis des mois. Oui, mais on essaye de nous dire non, vous ne dites que les choses négatives. Mais non, c'est le vécu de tous les Algériens aujourd'hui. Saïd Salhi, un drame national dont on ne veut pas parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il y a la harga, mais on n'a pas aussi un peu parlé de tous les aspects qui entourent justement ce drame, notamment les disparus en mer, mais aussi les morts. Vous savez qu'aujourd'hui, les familles souffrent d'abord pour rapatrier les corps. Et pour rapatrier les corps, c'est toute une autre, vraiment, c'est d'abord un autre trafic. Et moi, j'ai eu l'occasion vraiment de découvrir. Repêchés en Espagne, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est vraiment un autre trafic, c'est 4 000 €. C'est 4 000 € le rapatriement, c'est presque l'équivalent du départ, c'est vraiment l'équivalent. Et beaucoup de corps aujourd'hui n'arrivent pas à être identifiés, d'abord, le processus d'identification. Et les familles en souffrent vraiment. Et nous, à l'occasion de la journée mondiale de la migration le 18 décembre, nous avons fait une déclaration, nous avons fait un appel justement au gouvernement à ce qu'il prenne ses responsabilités. Vous savez, les familles ne savent pas où se donner la tête. Ils ne savent même pas où s'adresser. Il n'y a même pas un organisme national qui gère justement les phénomènes, qui essaie de donner les informations. Et nous avons même proposé à ce qu'il y ait ouverture d'un numéro vert pour au moins justement discuter avec les familles, suivre à travers les consulats, à travers les chanceliers, notamment en Espagne, Almeria surtout. Il n'y a pas ça. Les familles sont abandonnées.
On n'a pas. Alors, malheureusement pour nous aujourd'hui, tous les chiffres qu'on a, c'est des chiffres qui viennent de l'extérieur, à travers l'OIM, à travers le gouvernement espagnol, à travers les ONG internationales. Jusqu'à maintenant, le gouvernement ne donne même pas de chiffres. On parle de 10 000, on parle de 695 morts, juste en 2021. C'est des chiffres qui nous viennent de l'extérieur. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas un mécanisme national qui gère justement le drame, la situation. Et c'est des situations dramatiques. Aujourd'hui, il y a des familles, voilà, complètes, voilà, qui partent. Et encore, aujourd'hui, on a un autre phénomène, c'est la harga familiale, qui est un phénomène nouveau. Ça ne s'est jamais passé avant. On a des familles complètes, des femmes avec des enfants, des bébés qui partent justement au harga, qui disparaissent en mer. Et voilà, personne ne suit, personne ne parle, personne, il n'y a même pas, voilà, il y a même pas une institution, ni le ministère des Affaires étrangères, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de la Solidarité, ni même une institution nationale. Voilà, c'est vraiment 10 000 haragas en une année, c'est effarant comme chiffre. Mais c'est, voilà, on est dans le déni, ça a été bien dit, on est vraiment dans le déni, on essaie, voilà, de cacher ça, on essaie vraiment d'étouffer ça, voilà, c'est dramatique. Vraiment. Alors, on va parler maintenant d'une autre forme de halga, si on peut parler ça, c'est l'exode des médecins. Ça fait la une des journaux cette semaine sur ce chiffre effarant de 1200 médecins qui ont passé en France l'examen du PAE. Vous allez nous expliquer un peu plus ce que c'est cet examen. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi des milliers de médecins algériens qui ont quitté le pays ces dernières années pour aller s'installer en Europe et particulièrement en France. Est-ce que, en étant vous-même médecin, gynécologue, Amel Abouraoui, est-ce que ce chiffre vous a choqué, de 1200 médecins qui passent l'examen de PAE? En tant que citoyenne, oui. En tant que citoyenne, en tant que militante aussi. En tant que militante, je milite depuis longtemps pour l'amélioration de la situation dans les hôpitaux, pour l'amélioration de la situation pour les médecins. Très choquée les dernières années de voir les confrères, les résidents battus, quand ils ont décidé de sortir manifester pour leurs droits, pour une amélioration de leur situation dans le travail, etc. Mais il faut le préciser, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous sommes l'un des premiers pays à former des médecins généralistes, des médecins spécialistes et à les exporter à l'étranger. Pourquoi? Il faut remonter encore quelques années, voire quelques décennies, pour voir que M. Bekat avait dit que nous formons trop de médecins. L'Algérie forme trop de médecins. Mais c'est l'Algérie qui doit décider du nombre de médecins qu'elle doit former. Il y a un numerus clausus. Pourquoi, si on en forme trop, pourquoi on en forme trop pour les exporter et pourquoi on en forme trop pour que ça donne une médecine au rabais? Une médecine au rabais avec des médecins payés des clopinettes. Donc ils ne restent pas, ils finissent par partir et par passer cet examen. Et puis pire que ça, il y en a qui font médecine maintenant justement pour pouvoir partir. Mais ça ne concerne pas uniquement les médecins. La majorité, l'université de Bab Zouar, les informaticiens qu'ils forment ou les autres spécialités techniques et scientifiques partent aussi. On voit chaque année tout le monde qui s'inscrit à Campus France parce qu'ils se disent j'aurai une vie meilleure ailleurs. Donc l'Algérie ne fait plus rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique de santé, de politique sanitaire pour pouvoir garder ces médecins. Quelqu'un qui étudie, Monsieur Drani, vous étudiez toute votre vie, donc 7 ans de médecine pour devenir docteur en médecine, et ensuite que 3 ou 4 ou 5 ans, voire 5 ans pour devenir spécialiste, c'est quand même 12 ans de votre vie. Et au bout de ces 12 ans, vous avez une trentaine d'années, et puis ensuite on vous dit, bon, maintenant, comme on n'a pas ouvert de centre hospitalier universitaire au niveau du Sud. Donc déjà, on a fait monter tous les nouveaux bacheliers du Sud pour étudier au Nord, parce que la majorité des facultés de médecine, pour pas dire, enfin, ce que nous a laissé essentiellement la France, nous, on n'a pas construit grand-chose, et les centres hospitaliers universitaires aussi. Donc ils montent, ils étudient au Nord, 7 ans plus 5 ans, il y a de quoi faire sa vie, se marier, s'installer, et ensuite on vous dit, bon, vous avez 30 ans, vous êtes spécialiste, maintenant vous allez aller à Adrar, et on commence à dispatcher un peu, à briser des familles.
Parce que souvent aussi, ce sont deux médecins qui sont mariés, alors on envoie la femme à Adrar et le monsieur à Ouergla, et puis ces gens-là, je les ai souvent croisés. Vous savez, bon, c'est vrai que moi je suis un petit peu un cas particulier parce que, bon, on ne m'a pas laissé travailler pour les raisons que vous savez, mais je suis montée des dizaines et des dizaines de fois ces 2-3 dernières années au ministère de la Santé pour écrire des courriers à chaque fois pour pouvoir avoir mon poste, et j'arrive tôt le matin. Les médecins spécialistes sont déjà là à 6 h du matin au ministère de la Santé. Ils sont là, vous avez beaucoup de médecins spécialistes avec des bébés en bas âge dans des couffins. Ils sont là dans le froid, à 6 h du matin, ils arrivent. Journée de réception, c'est le lundi et le mercredi. Donc ils arrivent pour demander justement à être réaffectés, à être rapprochés de leur wilaya, parce qu'on ne peut pas se balader avec un bébé un petit peu partout. Et donc de 6 h du matin, ils attendent, et parfois ils ne passent que jusqu'à 14 h, c'est chez le DRH, pour pouvoir donner son écrit. Et puis parfois, à 14 h, on vous dit « Ah non, monsieur le DRH n'est plus là, il a une réunion », ils repartent à leur wilaya, qui est Tlemcen, Qsantena, etc., pour revenir une semaine après. La manière dont ces médecins spécialistes, et je les regardais en me disant, on a étudié quand même 12 ans après le bac, pour être reçu de la sorte. Beaucoup parlaient déjà dans les couloirs du ministère de la Santé du futur départ. Beaucoup s'inscrivaient pour passer le concours. Donc il y en a énormément qui sont partis pour ces raisons-là. On ne respecte pas le médecin en Algérie, il est mal payé, on exerce une sorte de médecine de guerre dans les hôpitaux parce que nous n'avons pas les moyens. J'ai fait des gardes où parfois vous n'avez plus de gants, parce que parfois vous n'avez plus de place, et puis vous êtes obligé de mettre des patientes par terre alors qu'elles viennent d'accoucher. Donc c'est une médecine de guerre, ils ont envie d'exercer leur art d'une manière différente. Et puis il n'y a pas que ça qui les pousse, bien entendu, parce qu'il y a des gens qui ont résisté. Vous savez, pendant la décennie, ce n'était pas meilleur, mais des gens ont résisté, ont continué à travailler dans des conditions très très difficiles. Il y en a beaucoup aussi qui partent aujourd'hui par déception. Est-ce qu'on peut dire que c'est un drame, ou bien ce serait désobligeant pour les médecins qui veulent aussi aller exercer dans un autre pays qui leur offre de meilleures occasions? C'est leur droit aussi. Bien sûr que c'est leur droit. Ah non, mais je n'en veux pas du tout aux confrères. Au confrère, bien au contraire, je leur souhaite bon courage. Ils vont avoir une vie meilleure ailleurs. Ils vont pouvoir exercer la médecine, la vraie, faire de la recherche, s'épanouir. Je suis triste pour mon pays, qui n'a pas pu, qui a formé. Ça coûte de l'argent de former des médecins spécialistes. Et ensuite les offrir comme ça gratuitement aux pays étrangers. Et ne pas arriver à les garder ici. Et ensuite dire, ah non, ce sont les patrons, le chef de service, qui partent pas à temps. Mais déjà, les chefs de service, il ne nous en reste pas beaucoup pour former les nouvelles générations. Remonter les jeunes médecins contre les patrons, c'est pas ça le problème. Les médecins sont partis parce que l'Algérie n'a rien fait pour les garder. Et autre chose, eux, ils partent d'une manière et d'une harga légale. Mais aujourd'hui, j'estime, avec toute la déception qu'il y a eu post-révolution et avec cette contre-révolution, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel Algérien, s'il trouve un couloir pour partir, il partira. Il ne restera dans ce pays que M. Tebboune. Je voulais juste rajouter un détail important, qui me semble être important, c'est que la vague des médecins résidents qui ont été tabassés, si vous vous rappelez, il y a quelques années. 2016. Je n'ai pas de chiffre exact, mais je pense qu'à plus de 90%, ils sont partis à l'étranger. Ils sont partis surtout en Allemagne, parce que les Allemands cherchent beaucoup de médecins ces derniers temps. Il y a beaucoup qui se mettent à l'allemand, à apprendre l'allemand, et le turc, parce qu'ils partent en Turquie. Et beaucoup de médecins maintenant, parce que, en plus, bien sûr, des conditions, vous vous rendez compte que 10 ans après, on donne encore 80 000 dinars à un médecin spécialiste, alors qu'il a fait 2 ans de médecine, et dans des conditions très difficiles, parce que souvent, Amir a bien résumé la situation, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des spécialités qui n'existent plus dans l'hôpital public. La gynécologie obstétrique, elle est rare. Il y a des régions où vous trouvez une gynécologue pour tout un hôpital ou pour 2-3 hôpitaux. La néphrologie, il y a des hôpitaux où ça n'existe plus, parce que les gens préfèrent aller dans le privé ou à l'étranger. Donc, dans tous les cas de figure,
l'État ne les attire plus, le service public ne les attire plus, et c'est dangereux pour eux. Et le problème, c'est qu'ils ne partent pas uniquement pour des raisons économiques, vu que cette fois-ci, par rapport au concours, il a été passé également par des professeurs en médecine avec leurs étudiants. C'est-à-dire que les gens, alors qu'un professeur, il a sa carrière derrière lui, il ne part pas à l'étranger pour avoir une fin de carrière dorée, mais il y va parce que c'est plus vivable ici, et il pense à ses enfants, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec Amina Boulaoui quand elle dit que l'Algérie n'a rien fait pour garder ses médecins? Oh, bien sûr. Moi, je dirais qu'il n'a rien fait pour garder pas seulement ses médecins, toutes ces élites qui partent. Bon, aujourd'hui, on a le chiffre des 1200 médecins qui sont partis, mais aujourd'hui, si on voit un peu toutes les élites, les ingénieurs, enfin tout le monde, y compris les haragas, aujourd'hui, malheureusement, cette Algérie nouvelle, voilà, se révèle comme un mensonge, carrément, une déception. C'est toute la déception aujourd'hui qu'on voit chaque jour, au point où moi je rencontre des personnes âgées, vraiment 50 ans, 60 ans, qui disent si je trouve un moyen de partir haraga, j'irai. Haraga, c'est-à-dire voilà, pas bateau. Vous voyez vraiment au point où on est arrivé à vraiment la déception. Et c'est cette déception aujourd'hui qui nourrit justement toute cette haraga, que ce soit régulière ou irrégulière. Aujourd'hui, voilà, on le voit chaque instant. Le constat est alarmant. Malheureusement, on est encore dans le déni. Récemment, il y a eu la rencontre justement avec les médecins, voilà, et on parle encore, voilà, du système, le meilleur système de santé, voilà, le déni, alors que voilà, les chiffres sont là vraiment pour contredire toute cette réalité, mais aussi toute la qualité du soin aujourd'hui. Vous savez, pour nous avons tout le temps parlé justement de l'accès aux soins, la gratuité du soin, mais quand on voit la qualité du soin aujourd'hui, quand on voit justement aujourd'hui nos structures hospitalières, c'est vraiment piteux. Et de plus en plus de gens se soignent dans les cliniques privées, on est d'accord, ici en Algérie. Voilà, parce que ils ont les moyens. D'abord, bien sûr. Ils sont mieux payés. Le médecin est mieux payé, c'est pour ça qu'il va... Vous savez, il y a beaucoup de médecins qui aimeraient faire une carrière universitaire, rester en contact avec l'université, c'est un plaisir. Mais ils partent parce qu'ils sont maltraités dans les hôpitaux. Donc ils rejoignent les cliniques. Ça, c'est la harga du secteur public vers le secteur privé. Et puis, malheureusement, c'est-à-dire qu'on les forme. Et puis, actuellement, la nouvelle génération fait médecine tout en sachant qu'au bout, avant, ce n'était pas le cas. Avant, on faisait médecine pour se dire je vais faire carrière universitaire, je passerai la maîtrise et je resterai ici en Algérie. Mais aujourd'hui, même quand vous rencontrez des enseignants dans certaines wilayas, on vous dit Rahom Yiqraw uniquement dans le but. Parce que c'est un couloir qui leur permet l'exil. Alors, on parle des salaires. Les médecins ont bénéficié en ce début d'année d'une augmentation de salaire, ce qui a fait un peu... Il y a eu des moqueries sur les réseaux sociaux en disant qu'ils vont peut-être regretter d'être partis parce que c'était une augmentation... Il y a eu la prime Covid et je t'apprends qu'elle n'a jamais été perçue jusqu'à présent. Oui. Du moins les 3 derniers trimestres. Même la prime Covid qu'ils ont instaurée pour ceux qui travaillent, ils ne l'ont pas perçue. Le capital d'essai qui a été décidé pour les gens qui sont morts du Covid, ce n'est pas encore appliqué. Toutes les mesures qui ont été prises, la majorité, peut-être qu'il y a eu un trimestre ou deux où ils ont perçu, le reste ils n'ont pas perçu. Mais les augmentations, il n'y a pas eu. Parce que, à part l'abattement sur les RG qui touche la majorité des salariés, mais c'est des petites. C'est pas grand-chose. Il ne faut pas se leurrer. Pour un salaire de 100 000 dinars, il n'y a aucun médecin qui touche 100 000 dinars, à part les chefs de service et tout. Vous gagnez 5 000, 6 000 dinars. Donc, ce n'est pas énorme, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Pour les gens qui touchent 35 000 dinars, ils ont gagné 2 000 dinars, pas plus. Il ne faut pas. Parce qu'ils parlent de... Des fois, c'est étonnant quand ils parlent d'augmentation. Et puis, on vous dit souvent, et là, c'est du populisme béat, que de dire certains, on remonte l'opinion, souvent, contre les médecins. C'est-à-dire, quand ça bloque, quand vous n'avez pas les moyens, on va remonter l'opinion contre le médecin, alors que le médecin, il n'y a pas de lit, je n'ai pas de place où mettre le patient. Moi-même, j'ai pas de lit à l'hôpital. Les chambres de garde, il faut voir dans quel état, dans quelles conditions on travaille et où est-ce que je vais. Et là, on vous remonte. Et puis, on pense que c'est Mère Teresa, genre, qui a fait médecine. Oui, on a fait médecine par amour de l'humain, par amour de ce métier.
Mais il y a un minimum syndical, c'est-à-dire que... Et puis, tous ces discours, on vous dit, ouais, le Jaysh al-Abyad pour essayer comme ça. Non, 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 ما تعمرتنيش أنا بالجيش الأبيض. أنا تعلمت حاجة كي نقراو, on fait nos études. Mon enseignante, depuis que je suis au primaire, quand j'étudie beaucoup, elle me donne un bulletin où je suis satisfaite et la note me plaît parce que j'ai beaucoup travaillé pour. La fiche de paye, c'est pareil qu'un bulletin. La fiche de paye, c'est voilà, t'es payé ceci et on reconnaît que tu as fait énormément d'efforts pour en être là et être au service de la santé de ton pays. Quand les gens voient leur fiche de paye traitée comme ça et il est payé comme un gardien à son atraque, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa valise et il part. Tout simplement. Et il faut juste rappeler à nos auditeurs que vous avez vous-même que vous auriez aimé, que vous alliez passer cet examen du PAE en France, voilà, mais que vous n'avez pas été autorisé à voyager. Voilà, j'ai essayé de résister du mieux que je peux. Je ne suis pas quelqu'un qui voulait partir, même si j'ai eu longtemps et souvent l'occasion de partir. J'ai choisi le militantisme, j'ai choisi de me battre, j'ai choisi de défendre ma cause. Mais vous savez, quand on vous laisse sans travail pendant plus de 3 ans, parce qu'on essaye de vous sanctionner quelque part, parce qu'un jour vous avez osé dire non, et je tiens à leur dire, moi j'ai dit non à Bouteflika, quand vous étiez tous en train de lui lécher la main, vous étiez tous en train de... Moi, ce jour-là, j'ai dit non. Et j'ai dit non pour les raisons que vous savez. Et là, aujourd'hui, je me suis faite sanctionner. Je suis montée au ministère donc des dizaines de fois. Je dis, rapprochez-moi de mes enfants sont scolarisés. Non, tu iras quand même à Tissemsilt. Je me dis, c'est pas grave, j'irai quand même à Tissemsilt. J'arrive avec mon affectation du ministère de la Santé, c'est-à-dire la hiérarchie du directeur de l'hôpital. Il est... J'avais l'impression d'être Ben Laden qui a débarqué à Tissemsilt. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, au niveau de la... Qu'est-ce qu'il y a? Après, il me dit, docteur, je n'ai pas où vous loger. قلت له معليش حبيت نوصل القداب بالدار. قلت له معليش ما عندكش وين vous n'avez pas de logement où me نكري. C'est pas grave. C'est-à-dire que j'étais prête à sacrifier beaucoup de choses, pas pour le salaire, bien entendu, parce que... Et non. Et je lui ai dit, faites-moi un écrit. Il me fait un écrit. Je n'ai pas de logement. Quand je ressors, je rencontre le médecin-chef là-bas. Il m'a dit, c'est faux, il ment. Il y a des logements et tout. Il m'a dit, khaf. Menach khaf, c'est grave. C'est grave. C'est tout. Alors que l'hôpital de Tissemsilt croulait sous les naissances et qu'il y avait uniquement à ce moment-là 2 médecins qui faisaient accoucher toute une wilaya. Non, c'est triste. C'est triste. Je ne veux pas trop, même si j'en ai parlé de ma situation, parce que c'est tout un secteur qui est dans la décrépitude, mais bon, voilà ce que vaut un médecin aujourd'hui en Algérie. Autre sujet d'actualité, évidemment, de cette semaine, c'est la situation politique, la situation des droits de l'homme, qui est aussi extrêmement préoccupante, surtout depuis le début, il y a 13 jours, d'une grève de la faim observée par un grand nombre de détenus d'opinion. On parle d'un chiffre de 40, même si on n'est pas certain. On parle de 80, 100, il n'y a pas de chiffre exact. Oui, on n'est pas... Il y a un problème de chiffres déjà, Saïd Salhi, un problème d'information vérifiée et vérifiable. Bon, on est sûr que cette grève de la faim existe maintenant depuis 13 jours. Est-ce qu'on peut donner un chiffre, un nombre des détenus d'opinion aujourd'hui en grève de la faim? Merci. Alors, concernant les grèves de la faim, bien qu'il y a eu le communiqué du parquet, là où il a renié justement... Oui, qui a nié l'existence de cette grève, mais les avocats donc, des détenus, leurs familles, confirment bien qu'il y a eu grève, il y a grève. Et plus que la grève, il y a eu transfert. Alors, pour nous, justement, sur cette question du transfert des détenus, notamment des grévistes de la faim, nous l'avons dit dans un communiqué, qu'il s'agit d'un transfert illégal, d'un transfert arbitraire, du fait qu'il s'agit d'abord de détenus qui sont donc en pleine procédure judiciaire, il n'y a pas eu de jugement définitif, ça c'est conforme à la loi, et puis ils sont grévistes de la faim. Alors pour le nombre de détenus, malheureusement pour nous la Ligue, d'ailleurs c'est un peu l'autre drame, pour nous la Ligue, on n'a pas accès aux prisons, alors que toutes les organisations des droits humains ailleurs dans le monde ont accès dans les prisons. Donc voilà, ils ont le droit de rendre visite aux détenus, au même titre que les avocats. Ils ont le droit de travailler, sinon
voilà, en partenariat avec donc, les institutions de l'État, le ministère de la Justice. Ailleurs, ils ont même des institutions nationales justement chargées du contrôle et du suivi de la situation des droits humains. Malheureusement, le Conseil des droits de l'homme, le CNDH, qui devait faire ce travail justement d'information, de contrôle, de suivi, de visite, malheureusement, on n'est pas dans le cas, on est dans un déni, on est dans voilà, la fermeture de tous les espaces, le reniement de tous les droits. Aujourd'hui, notre seul relais, c'est les avocats, notre seul relais, c'est les familles. Donc, pour les familles, ils ont fait état, donc, bien sûr, du transfert de détenus, donc des 13 détenus qui ont été transférés à la prison de Bouira et des 23, de 10 qui ont été transférés à la prison de Brouaguia. Jusqu'à maintenant, le chiffre n'est pas définitif. Voilà, on parle aussi parce qu'il y a malheureusement aussi il y a des détenus qui ont rejoint la grève dans d'autres prisons, notamment d'El Touat, beaucoup d'autres ailleurs, donc en dehors bien sûr d'El Harrach, parce que la grève de la faim a été donc voilà annoncée au début à la prison d'El Harrach. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète pour nous, c'est pas la question du chiffre. Pour nous, un gréviste de la faim est déjà un gréviste de trop. Et surtout au 13e jour. Aujourd'hui, des avocats parlent justement que certains grévistes de la faim sont évacués à l'infirmerie de la prison, notamment Tedjadit, à Bouira. Et pour nous, à la Ligue, mais aussi l'opinion nationale, on est encore marqué par le drame de Telmet et de Frala Rahman. Aujourd'hui, voilà, c'est un silence, voilà. Ni le parquet ne communique, ni le ministère de la Justice, ni même les autorités politiques. Voilà, c'est comme si rien n'était. On est encore dans le déni. Ils continuent encore à nier qu'il y a, justement, comme ils ont nié d'ailleurs l'existence même des détenus d'opinion. Jusqu'à maintenant, le gouvernement refuse justement d'accepter qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie, alors que voilà, les chiffres sont là. Le gouvernement nie l'existence des détenus d'opinion que lorsqu'il y a des libérations. Parfois, voilà, quand il y a libération. Mais ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. On a libéré tant de détenus, mais aujourd'hui, on dépasse le chiffre de 300 détenus. Ça devait déjà être voilà, quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui devait justement interpeller les autorités politiques, les autorités judiciaires, pénitentiaires, mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans le déni. 13e jour, pour nous, c'est inquiétant. Alors pour nous, on n'est pas une organisation qui va soutenir, qui va appuyer, qui va encourager les détenus à aller à la grève de la faim. Nous souhaitons bien que cette grève, que les détenus justement arrêtent la grève de la faim, parce que c'est vraiment, ça ne devrait pas se faire au détriment de leur santé, au détriment de leur intégrité physique. Mais aujourd'hui, les autorités judiciaires et pénitentiaires sont interpellés. D'autant qu'il y a allégation de mauvais traitement. Aujourd'hui, on parle justement d'agression, on parle justement vraiment de violence contre les détenus. Il y a eu ce témoignage du frère de Sohaib Dabari. Tout à fait, pas seulement des frères, mais aussi des avocats. On parle de Dabari, on parle de Tedjadid qui ont été tabassés, Et nous, à la Ligue, nous avons fait un compte là où nous avons demandé l'ouverture d'une enquête, l'ouverture d'une information judiciaire. Mais malheureusement, encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises des enquêtes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes presque à une année de l'affaire de Walid Nqish. Nous avons déjà demandé une enquête judiciaire. Le parquet a déjà promis justement à ce qu'il y ait une enquête. Jusqu'à maintenant, rien mené. Jusqu'à maintenant, voilà, on est encore dans le suspens, on est encore dans le déni, on est encore en attente d'une suite. Et je rappelle que le chiffre a dépassé 340 détenus d'opinion. Allez, je parlais il y a 2 jours avec les avocats, mais c'est hallucinant. En plus du fait que ça soit illégal, parce qu'un prisonnier qui n'est pas condamné ne doit pas quitter la prison dans laquelle il est. En plus du il peut y avoir une explication du fait que peut-être il est possible que la prison ne puisse pas gérer en même temps la situation de 40 grévistes de la faim. Ce sont des explications qui ont été données, mais on ne peut pas bien sûr les prendre en charge. L'excuse de danger, c'est que quand, vous savez, pour organiser une grève de la faim, ce n'est pas seulement les grévistes. On organise tout autour, toute une assistance, la solidarité. Mais jeter un gréviste de la faim dans une entreprise, c'est aussi l'isoler. Oui. C'est aussi le mettre en danger. Alors, c'est pour ça que nous avons dit, au-delà bien sûr du cadre légal, mais c'est aussi une manière de mettre de la pression sur les détenus, une manière de casser la grève de la faim, qui est un droit consacré par justement la loi. Et qui est consacré aussi par le code des prisons. Ce qui est encore plus grave, c'est que selon les avocats toujours, parce qu'on ne peut pas vérifier autrement, ils disent que lorsqu'ils ont décidé des transférer, ni le juge d'instruction, ni le président de la Cour n'ont été informés.
encore moins les avocats et les familles. C'est-à-dire que ça s'est décidé au niveau du ministère de la Justice avec l'administration pénitentiaire. Donc c'est l'administration qui a décidé au détriment de la justice. Et ça, c'est très inquiétant. Lorsque des institutions de l'État, lorsque des pouvoirs prennent un ascendant sur d'autres pouvoirs, ça pose de vrais problèmes parce que normalement, ils sont sous l'autorité, sous la responsabilité du juge d'instruction qui les a mis en prison. Ils ne doivent pas être touchés ou transférés sans son aval, sans son information. Il n'a pas été informé. Les avocats n'ont pas été informés. Ils ne savaient pas. Ils ont appris par le biais de leur famille qui sont allés les visiter. À Bouira, les avocats me disent qu'ils ont été placés dans l'aile réservée aux détenus, aux condamnés à mort. Parce que le directeur leur a dit, paraît-il, qu'il n'y avait pas suffisamment de place. Ce n'est pas chauffé alors qu'ils sont en grève de la faim, donc ils sont affublés. En plus de la maltraitance. Je me pose des fois des questions, et là j'interpelle publiquement les juges qui font ça. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un cœur ou pas? Ils ont mis en prison quelqu'un qui n'avait pas de jambes. Vous vous rappelez l'affaire Mac, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils ont mis quelqu'un en prison qui n'a pas de jambes. Et c'est terrible, comment ça, un juge peut dormir comme ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la loi, quand il y a de l'application de la loi, d'accord. Il y a des vieux de 80 ans, de 70 ans qu'ils ont mis en prison. Pourquoi ils sont dangereux pour la société? À la limite, jugeons les gens en étant libres. C'est aussi la banalisation du mandat de dépôt aussi. C'est plus grave que ça, c'est-à-dire qu'il y a un terme en arabe qui résume un peu la liberté des gens. Elle est devenue à leur service. Mais c'est pas possible. La liberté doit être sacrée avant tout. C'est-à-dire qu'on peut juger les gens. Si on estime qu'ils ont enfreint la loi, c'est possible. Nous sommes tous faillibles. Mais de là à aller systématiquement mettre les gens en tôle, comme ça, sans prévision de jugement, pour ces gens-là, pour ces jeunes. Vous savez pourquoi? Pour des petits écrits. Des fois, je gêne sur Facebook. Des fois, qu'est-ce qu'il y a comme enquête à faire? Ce pas des terroristes, ces gens-là. Ce pas des gens qui ont volé pour faire des enquêtes. Donc, à la limite, tu estimes qu'il y a injure parce que les avocats me disent qu'il n'y a absolument aucune injure dans la majorité des cas qui sont traités. Bon, peut-être certains, c'est des jeunes, se sont probablement allés à des commentaires qui peuvent être, même si, je persiste à le dire, je l'ai dit sur une chaîne proche du pouvoir, que même dans une démocratie, même une injure ne mène pas en prison. On peut condamner les gens à des amendes, mais on n'arrête pas les gens, mais ce n'est pas possible, on est en 2022, on n'est pas en 1945. Et ce sont ces questions-là qu'il faut soulever. Oui, je trouve ça triste. Par expérience déjà, c'est pas évident du tout de rentrer en prison, ni pour soi, ni pour ça, encore moins pour sa famille. Oui, c'est très très dur. Mais c'est une triste page d'histoire pour l'Algérie parce que avant on militait pour le droit d'expression, ensuite libérer les détenus d'opinion et ensuite les droits des détenus à l'intérieur des prisons. C'est que ça va trop loin là. Là, ils se font tabasser, et c'est vrai que bon, il y a des gens qui travaillent dans les prisons, qui sont corrects, qui font leur travail, mais il y a aussi des gens qui se permettent des choses et des dépassements. Moi-même, je l'ai vécu, mais c'est une fois qu'on voit que vous êtes un peu trop connu, ou il y a trop d'avocats qui viennent vous voir. C'est pour ça que c'est très important que les avocats se déplacent, etc. Là, ceux qui ont l'intention de tabasser auront un peu plus peur de le faire. Mais c'est vrai que, parce que moi j'ai vu se faire tabasser des prisonnières, bon, c'était pas des détenus d'opinion, mais c'était des êtres humains qui n'avaient rien fait, et juste parce que la gardienne, elle s'est énervée, et elle y va. Je peux comprendre qu'elle fasse son travail si le détenu est agité, mais comme ça, il t'a rien fait, et tu viens, tu cognes, c'est pas du tout normal. Mais là, se retrouver, moi je parlais tout à l'heure à l'avocat de Dalila Touat. Dalila Touat, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis très longtemps, c'est l'une des premières femmes à être rentrée en prison en 2011, la première fois où elle est rentrée en prison, juste parce qu'elle avait milité pour le droit au travail avec d'autres chômeurs, et elle n'a pas arrêté de faire des allers-retours en prison. Cette femme, elle a énormément souffert. Ces dernières semaines, elle m'écrivait, elle m'a dit « je n'en peux plus ».
Elle n'en peut plus d'être avec ses poursuites. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dalila Touad? En quoi elle menace l'unité nationale? En quoi? C'est-à-dire en arriver, traiter Zreilish de terroriste, Zreilish de Rached. C'est vraiment tiré par les cheveux. Même le dossier, il est pas. C'est un dossier complètement bidon. Et elle m'écrivait, elle m'a dit, j'en ai marre. Et je me suis dit, mais Dalila Touad, je la connais depuis la première fois qu'elle est rentrée en prison et où on demandait sa libération, 2011. On est en 2022, ça fait 11 ans. 11 ans que cette femme, et heureusement que les avocats sont partis la voir. Et puis l'avocat tout à l'heure, il m'a dit non seulement elle est en grève de la faim depuis qu'elle est rentrée, donc depuis le 31 janvier, mais c'est qu'elle refuse aussi même de s'hydrater, oui. Elle refuse de s'hydrater. Et moi, je garde toujours en tête l'affaire de mon confrère, le médecin, oui, Kameldine Frère, qui est décédé à cause de... Ça me fait peur qu'on perde encore des militants, des humains, injustement, parce qu'ils ont été jetés en prison. Je ne m'entendais pas beaucoup avec Tamalt, dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'il avait sa manière, etc. Ce type-là, il reçoit un traumatisme crânien à l'intérieur de la prison, et après on nous dit qu'il s'est fait opérer pour un AVC à l'hôpital Mayo. Depuis quand on opère un AVC à l'hôpital Mayo? Depuis quand? Même la thrombectomie, elle est venue sur le tard. Tamalt a été assassiné. Et on n'a jamais su par qui et pourquoi. Ces gens sont en danger. Et non seulement ils ne méritent pas d'être en prison, mais là, on risque de les perdre. Soit parce qu'ils vont se faire tabasser, ou alors à cause de la grève de la faim. Maître Zoubida Assoul, qui a rencontré Dalila Touad à Mostaganem, il y a eu une promesse pour qu'elle se mette à boire de l'eau pour pouvoir un peu alléger son état de santé. Il y a le cas de Dalila Touad, il y a le cas aussi de notre confrère Merzouk Touati, qui a été condamné au mois de janvier à 1 an de prison ferme. Qui a déjà fait 2 ans, Merzouk. Oui, 2 ans. Merzouk a déjà fait 2 ans. Pourquoi? Il avait été... Pour avoir interviewé un responsable israélien par Internet. Un truc qui tenait... Ouais. Mais c'est quoi cette nation qui a peur d'un jeune on ne comprend pas. Vous savez qui l'a condamné? C'est celui qui est actuellement président du syndicat des magistrats. Incroyable. Qui l'a fait condamner et qui avait prononcé en première instance 7 ans de prison à Bijaya. Après, c'était... On a l'impression de vivre un film d'horreur. Un film d'horreur. Vous nous dites d'un côté, ils nous disent, le Qawad Dariba, une grande nation, forte, puissante, qui va en mettre une au Maroc. Et à côté de ça, tu me fais rentrer un jeune de 20 ans et tu me dis qu'il menace l'unité de la nation. Mais soyez cohérents. Et le verdict du procès Merzouk Touati, c'est le 16 février prochain à la cour d'appel d'Oradaya. Même le cas de... Alors là, pardon, juste un détail, je ne sais pas, on doit poser la question aux juristes. Après Touati, il y a un autre cas, c'est Mira Mouknash de Bijaya. Oui. Vous vous rendez compte? Elle n'a jamais visité Oran. Oui. Elle a été convoquée par un juge à Oran. La dame, oui. Je ne sais pas par quelle logique. Il faut poser la question aux juristes, mais par quelle logique? Monsieur, je vous dis quelque chose. Il y a eu des jours où j'ai été convoquée pour une affaire à la wilaya de Tipaza au tribunal, et le même jour, un lundi matin à 9h, à la wilaya à Cheraga. Après, je chauffe les 2 convocations. Je me dis, non, le tribunal de Tipaza, et le même jour, je dois me retrouver au tribunal de Cheraga. 2 wilayas différentes. On essaye de vous rendre dingue. C'est tout avec ces convocations. C'est une manière de faire des pressions. Ça s'est passé aussi pour Karim Tabou la dernière fois. Elle a eu 2 convocations. Mais là elle habite à Bijaya. Les filles se sont produites à Bijaya. Elles se retrouvent à Oran, comme Merzouk Touati s'est retrouvé à Gardaya. Franchement, c'est ça. Pour le cas de Mira, moi je l'ai dit, c'est du harcèlement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui vivent justement l'harcèlement judiciaire. C'est ça qu'on appelle l'harcèlement judiciaire. Quand vous êtes repris dans des procès interminables, dans des engrenages. C'est l'usure. C'est le cas de Touati Merzouk, c'est le cas. Mais sur ces questions-là, puisqu'on parle de Touati et tout, moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui pour Touat, pour Dalila Touad, pour Touati Merzouk, pour Hassan Bouras, qui ont été déjà, vous-même, qui ont été déjà en prison sous l'Algérie, ce qu'on appelle l'Algérie d'Aïsaba. Et aujourd'hui, on parle de l'Algérie nouvelle. Cette Algérie nouvelle, aujourd'hui, il est pire que l'Algérie, justement, de Bouteflika, qui est en train d'emprisonner, justement, des gens comme ça, à l'appel, vraiment, à l'appel. Quand je prends le chiffre aujourd'hui, quand je prends ce qui se passe pour Touati Merzouk, 650 km, vous savez, sa maman a été avant-hier lui rendre visite, une vieille dame que j'ai connue à l'occasion justement du procès 2017.
C'est terrible. Une dame malade, Touati Marzouk vient de se marier, il a même perdu un enfant quelques mois avant, et on l'envoie à Ghardaya. Et je vous assure qu'il m'a appelé, et c'est le cas de Mira. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois me présenter? Et à l'occasion, la question justement de la sécurité judiciaire, ce qu'on appelle Amn al-Qada'i, quand vous êtes interpellé, quand vous êtes convoqué à la justice et vous avez peur d'y aller, parce que vous savez bien que voilà, le droit ne sera pas, vous n'êtes pas protégé. Et le ministre de la Justice, M. Tobé, l'a dit, il a dit que ce n'était pas normal d'aller à la justice en ayant peur. Mais c'est le cas malheureusement. C'est le cas aujourd'hui, justement, avec ce qui vient d'être évoqué par mon ami Ali, justement le recours abusif à la détention, justement, provisoire, alors qu'il devait être une exception. Aujourd'hui, on a tous les moyens. Vous savez que moi, j'ai assisté à un seul procès dans tout le Hirak, là où on a appliqué ce qu'on appelle les peines alternatives. Les travaux d'intérêt généraux, justement, au lieu de mettre quelqu'un en prison, il y a mille manières, justement, soit de le mettre sous contrôle judiciaire, il y a même le bracelet électronique, il y a les travaux d'intérêt général. On ne parle même pas de condamnation. On ne parle même pas de condamnation, justement. Non, je vous le dis. Et même par rapport au contrôle judiciaire, aujourd'hui, on a essayé de travailler sur le nombre justement de gens qui sont sous contrôle judiciaire. On n'arrive pas à un chiffre. C'est incroyable. Des gens qui sont pendant des années sous contrôle, ils sont même oubliés. Parce que le fait que, malheureusement maintenant, on crie à la victoire le fait de ne pas être en prison. Voilà, vous êtes sous contrôle judiciaire, on dit voilà, il est en liberté, on oublie. C'est pas une vie, je peux en témoigner, c'est pas une vie quand tous les lundis que Dieu fait, vous devez vous lever le matin, vous tapez les embouteillages pour aller au tribunal, attendre et signer. Donc c'est une sorte d'épée de Damoclès. Il y a énormément de professeurs à l'université qui sont sous contrôle judiciaire. Il y en a qui... Voilà, des professeurs d'université. Wahda parce qu'elle est kabyle, elle est mac et donc c'est une terroriste. L'autre, donc elle est rachète. On nage en plein délire. On nage en plein délire et on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on se dit, ces gens-là qui dirigent aujourd'hui ce pays, s'ils ont envie que ça aille mieux, qu'on aille vers l'apaisement, qu'on essaie de construire une nation, c'est-à-dire le minimum syndical, c'est qu'on aille justement vers l'apaisement et qu'on libère. On est à la veille du 22 février, on est censé au contraire le fêter et promettre aux générations futures une Algérie meilleure. Là, on est en train de comptabiliser les détenus d'opinion. Alors, nous sommes à 2 semaines du 3e anniversaire du Hirak, des manifestations du 22 février 2019. La question, c'est y aura-t-il un apaisement? Il y avait eu un apaisement l'année dernière, puisque le président a libéré le 19 février un certain nombre de détenus d'opinion. C'était un apaisement. Y aura-t-il, selon vous, un apaisement, même si nous sommes à seulement 13 jours de cet anniversaire? Allez, Bourkhlef. Je vais juste commencer par une petite parenthèse. C'est que dans certains dossiers, il paraît-il, selon des avocats, on les a accusés d'appartenance les Mayusama bil Hirak. C'est écrit comme ça. C'est-à-dire que c'est devenu tout à fait. Je connais même un collègue, un journaliste, qui a été empêché de quitter le pays. Il est parti à partir d'Oran pour prendre pas l'avion, le bateau. Et ben, il a été refoulé parce qu'ils ont sorti une liste, je ne sais pas d'où il est sorti, comme ça. Parce qu'il était dans le Hirak, alors qu'il couvrait uniquement les manifestations à Tizi Ouzou. Et ce sont des dizaines de personnes qui sont dans cette situation. Donc aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire, bien sûr, c'est comme... C'est l'histoire de l'indépendance confisquée de Farah Abbas qui se répète. C'est-à-dire que les gens ont manifesté, bien sûr, pour le départ de Bouteflika, mais aussi pour le changement du système en 2019. Parce que les gens vous disent, ouais, c'est bon, maintenant, Bouteflika est parti rentrer chez vous. Moi, non, je suis désolé. Bien, c'est Bouteflika parce qu'il incarnait un système. Parce qu'il y avait un système qui s'est mis en place. Ce n'est pas la personne de Bouteflika qui posait problème. Bouteflika, même au début, si tu te rappelles, il avait même suscité certains enthousiasmes. Les gens voyaient, il y avait peut-être de bonnes... On sortait de la décennie, on était très abîmés. Donc c'est vrai que certains ont espéré. Et puis bon, après, c'était le dépassement, le nombre de mandats qui devait être limité. Mais M. Tebboune doit comprendre que si ce n'était pas ces hirakistes qu'il jette en prison, il ne serait jamais président de la République. Lui-même, il était au banc des accusés au sein du système de l'époque, même si le système n'a pas changé. 2017, lorsqu'il a été viré. Donc après l'apaisement, peut-être qu'il y aura des libérations, mais ça ne changera rien au fond, parce qu'au fond, si tu libères quelqu'un et puis tu reprends 24 après, ça ne changera absolument rien du tout. Et puis ce n'est même pas de la justice. Au contraire, tu enfonces le pays dans la crise, puisque tu es en train de dire que finalement cette justice-là que les gens appellent leur vœu,
c'est ma volonté qui s'applique. Je veux que tu sois libéré, je veux que tu sois mis en prison. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas, qu'on ne va pas vers l'apaisement avant le... Je pense qu'il y aura probablement, j'espère qu'il y aura des libérations. Je pense que c'est le procès de Fathi Al-Ras qui est pour le 22, justement. Oui, voilà, on verra s'il va être libéré, je l'espère pour lui du moins. Parce que bon, un chef de parti jeté comme ça en prison, encore des journalistes, des jeunes, et puis cette parenthèse d'engouement du Hirak avec les espoirs, etc., c'est l'espoir qui est derrière les barreaux. Et l'apaisement, vous pensez qu'il y aura un apaisement d'ici le 22, à part Fathi Al-Ras, vous pensez qu'il y aura une série de libérations comme l'année dernière? Une série, j'espère qu'ils seront tous libérés, parce qu'il en reste un seul derrière les barreaux, un seul qui a participé au Hirak ou qui a juste écrit, parce que bon, on cherche à mettre derrière les barreaux les têtes au niveau des différentes wilayas, par peur de quoi? De quoi ont-ils peur aujourd'hui? De quoi? Ils ont repris la main. Mais cette jeunesse, elle va continuer à militer et à demander le changement, ou à se jeter en mer. Et dans les deux cas, c'est un échec pour le politique algérien. C'est un échec de voir des jeunes se jeter en mer ou de savoir le nombre de centaines de personnes. Bouteflika n'a jamais fait ça. Ça a été honteux de jeter Benchikou derrière les barreaux à un moment, mais on n'est jamais arrivé à ce nombre. Malgré, c'était la liberté d'expression, les gens parlaient. On écrivait des choses horribles sur lui, parfois des mensonges. Exactement, mais il n'a jamais. Là, c'est vraiment. Il y avait des interpellations, mais on libérait les gens juste. Voilà, on essayait de faire pression, etc. Mais là, ce qui est choquant, c'est que c'est des centaines de personnes. Moi, sur la question de la libération, janvier 2020, il y a eu la libération de 176 détenus d'opinion. Février 2021, il y a eu la libération de 60. Mais à chaque fois qu'il y a libération, 2 mois, 3 mois après, on revient au même chiffre. C'est ce qui s'est passé exactement. C'est ce qui s'est passé exactement février passé. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'ai dit, est-ce qu'on ne va pas revenir à... Et pratiquement 3 mois après, on est revenu au même chiffre, 76. Il y avait, février, on avait 76 détenus. 3 mois après, on est revenu à 76. Maintenant, on est à 330. C'est-à-dire libérer les détenus. Est-ce que demain, on libère les détenus? Est-ce que ça ne va pas encore empêcher d'autres arrestations? Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, au point où maintenant, la question des détenus est devenue une carte carrément de chantage, une carte carrément de manœuvre entre les mains du pouvoir. On n'en parle que de ça. On n'en parle que de ça. Presque on oublie même les revendications essentielles du Hirak, celles du changement. D'ailleurs, maintenant, peu de gens parlent du changement, de la transition, de l'état de droit. On parle tout le temps. Ça risque d'être taxé terroriste si tu demandes. Tout à fait, l'article 87 bis. Alors moi, pour 2022, je n'attends pas grand-chose. Je n'attends pas grand-chose, mais seulement, je dis qu'il y a des rendez-vous importants. C'est pour ça que moi, j'ai tout le temps dit que 2022 est une année déterminante. Déterminante parce qu'il y a des rendez-vous importants. Il y a d'abord, dans quelques jours, il y a le Hirak, le 3e anniversaire du Hirak. Alors, la célébration du Hirak, 3e anniversaire, d'abord, est un droit. Est un droit de fait qu'il a été décrété journée nationale, voilà, par un décret présidentiel. Aujourd'hui, le pouvoir n'a aucune raison, n'a aucune justification d'empêcher les Algériens de célébrer cette journée, à leur façon, bien sûr. Ça, c'est le 22 février. Le 19 mars, c'est le 60e anniversaire des accords d'Évian. Le novembre, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Novembre, le 5 juillet. Oui, 62. Et novembre, c'est l'examen de la situation de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme, devant l'UPR. Moi, je pense que le gouvernement algérien n'a pas beaucoup de choses justement à montrer, sinon à présenter devant le Conseil des droits de l'homme, sauf la question de la libération. C'est pour ça que cette question-là, il est vraiment une question qui va rester encore entre les mains du pouvoir. Il va jouer encore sur ça, il va encore arrêter, libérer. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on libère, on arrête, on durcit les peines par là, on revoit d'autres lois par là. Mais le problème de fond aujourd'hui, c'est tout l'arsenal judiciaire d'abord qui a été mis en place. L'article 87 bis qui a fait même l'objet d'une communication le 29 décembre passé, par 7 rapporteurs de l'ONU, le gouvernement algérien est tenu de répondre justement à cette communication. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réponse qui a été faite à l'article 87 bis. Nous-mêmes, à la Ligue, avec beaucoup d'autres acteurs, nous avons demandé l'abrogation de cet article que nous avons qualifié dès le mois justement de juin comme une menace avérée contre les droits de l'homme, comme justement un levier entre les mains du pouvoir pour justement intimider et faire taire toutes les voix discordantes. Aujourd'hui, le pire des choses qui peut arriver à un militant, c'est de le poursuivre
justement en tant que terroriste. Parce que ça rappelle aussi les Algériens. Et les Algériens aujourd'hui n'ont pas besoin de définition du terrorisme. On connaît qu'est-ce que c'est que le terrorisme, on l'a vécu. On connaît qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. On connaît qu'est-ce que c'est que le terrorisme. Alors que le Hirak, justement, a refermé la voie, a refermé carrément la parenthèse du terrorisme par son caractère pacifique. Aujourd'hui, justement, on est en pleine paix. Aujourd'hui, nous avons crié tous, y compris le pouvoir, a applaudi le caractère pacifique du Hirak et tout. Quelques jours après, on nous sort cette question-là des terroristes. Voilà, on arrête des gens pour terrorisme, on traduit des gens devant les tribunaux. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours posé la question, même par rapport à la communication officielle. Quand je vois les communiqués, notamment du ministère de la Défense, il annonce l'arrestation des terroristes et je vois les médias. Je dis, de quel terrorisme on parle vraiment? De quel terroriste on parle? Parce que vis-à-vis de la loi, ils sont traités de la même façon. C'est-à-dire que les gens qui sont arrêtés au sud avec des armes et les gens qui sont aujourd'hui zrilech, c'est les mêmes, c'est exactement, ils ont les mêmes chefs. Zrilech, apparemment, il a été accusé d'apologie. Apologie, mais il y a d'autres qui sont accusés carrément. Zrilech, c'est un laïc. Oui, on le connaît, c'est un ami. Pour vous dire aujourd'hui, toute justement cette confusion-là, même sur le plan de la communication, toute cette dérive-là, ça va mener vers quoi exactement? Ça va mener vers où? Aujourd'hui, quand on voit des militants pacifiques qui sont connus, voilà, qui sont poursuivis, vous avez presque des mesures d'exception. Vous pouvez vous retrouver en garde à vue pendant 17 jours, en garde à vue. Voilà. Maintenant, sans compter, vous pouvez vous retrouver pendant des mois sans jugement. Le cas de beaucoup de détenus aujourd'hui, ils sont dans les prisons sans jugement. Voilà, 8 mois, 3 mois, 4 mois, sans jugement, sans procès. Voilà, et personne n'en parle. Parce que c'est la loi aussi. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, y compris par rapport aux juges, par rapport aux magistrats. Parce qu'il y a des lois aussi. On n'en parle pas. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est les lois. Le code pénal a été amendé plusieurs fois, que ce soit par rapport justement à la question des fake news, que ce soit par rapport aux actions même de fermeture des APC, fermeture des rues, les actions de rue. Voilà, à chaque fois, c'est le durcissement des peines. À chaque fois, justement, c'est justement les verrouillages des libertés. Merci, Saïd Salhi, président, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, d'avoir été avec nous au Café Presse Politique. Merci Amel Aboulaoui d'être venu, de nous avoir donné votre témoignage. Merci Ali Bourlef, journaliste. Merci à vous pour votre fidélité. Chaque mercredi, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours avant de se quitter, solidarité, hommage à tous les détenus d'opinion, sans exception, en particulier aux 4 confrères emprisonnés, Hassan Bourras, Mohamed Moulouj, Abdelkrim Zrilech et Mezlouk Touati. Et aussi une solidarité toujours avec nos 2 confrères marocains, toujours en détention, Omar Radi et Slimane Raissouni. Slimane Raissouni, dont le procès se déroule en ce moment à Casablanca. Merci beaucoup et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M.